Bienvenue dans Secrètes de recruteur, le podcast qui lève le voile sur les coulisses du recrutement. Je partage avec vous conseils pratiques, astuces concrètes et vérités de terrain pour transformer votre recherche d'emploi en succès. Préparez-vous à découvrir ce que les recruteurs ne disent pas toujours, mais que vous devez absolument savoir. Installez-vous, vos secrets de réussite commencent ici. La Suisse. Ah, rien que le nom, ça évoque des images assez fortes, non? Économie qui tourne, super salaire, une qualité de vie qu'on dit incroyable. Et c'est vrai que les infos qu'on a brassées pour aujourd'hui le montrent bien, hein, ça attire beaucoup de monde de l'étranger. Mais voilà, le truc, c'est que pour y bosser, il faut passer par un système avec des règles bien précises, assez uniques même. Donc l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de creuser ça ensemble, de décortiquer comment ça marche concrètement pour un étranger qui veut travailler en Suisse, en se basant sur ce qu'on a trouvé. On va regarder les permis, la grosse différence entre UE, AELE et les autres pays, où ça recrute, et puis quelques points pratiques pour pas se noyer dans la paperasse. Prêt à explorer ça? Ah oui, tout à fait prêt. Et ce qui saute aux yeux d'emblée dans les sources, c'est vraiment cette structure duale du système suisse. D'un côté, on a une porte plutôt grande, ouverte, facilitée par des accords, surtout avec l'Union européenne et l'AEL, et de l'autre, un accès beaucoup plus filtré, contrôlé, avec des conditions assez strictes pour ceux qu'on appelle les ressortissants des pays tiers. Ça reflète bien cette recherche constante d'équilibre entre les besoins de l'économie, qui sont réels, et puis une volonté de gérer l'immigration. Ok, alors déballons ça. Commençons par la base, les clés d'entrée. Les permis de travail. Les sources parlent surtout de 3 types principaux. Chacun ouvre une porte différente, si on veut. Il y a d'abord le permis L, celui pour la courte durée. C'est pour qui exactement? Comment vous le décririez? Alors, le L, oui, c'est vraiment l'accès pour le temporaire. Les sources le lient souvent à des contrats à durée déterminée, des missions précises, typiquement pas plus de 12 mois au début. Il peut être renouvelé, c'est vrai, mais la durée totale est limitée, souvent à 24 mois max, ça répond un peu des cas. C'est aussi ce qu'on voit pour les stages ou si on est détaché par son entreprise étrangère pour peu de temps. Et pour les citoyens de l'UE à ELE, les infos disent que c'est plus simple, souvent juste une annonce. On y reviendra, je pense. Et la famille, avec ce permis L, on peut venir avec ses enfants, son conjoint. Alors, les documents disent que c'est possible, ce regroupement familial sous L, mais il y a des conditions. Il faut montrer qu'on a assez d'argent pour tout le monde et un logement assez grand. Donc, c'est pas automatique, non. Et ça peut changer selon d'où on vient et dans quel canton on va. C'est vraiment pensé pour du temporaire au départ, quoi. D'accord, je vois. Alors après le L, il y a le permis B, le permis de séjour. Celui-là, il sonne plus installation durable, non? Les sources pointent une grosse différence de durée de validité. Oui, tout à fait. Le permis B, c'est clairement un pas vers un séjour plus long, lié à un emploi stable ou une installation. Et la distinction clé, que les sources montrent bien, c'est ça. Pour un citoyen de l'UE ou de la ELE, en général, on lui donne pour 5 ans. Et le renouvellement, c'est souvent assez simple si on a toujours son emploi ou sa raison de rester. Par contre, pour quelqu'un d'un pays tiers, là, le permis B, c'est typiquement pour 1 an seulement. Il faut le renouveler chaque année. 1 an renouvelable contre 5 ans. Ça doit changer pas mal de choses concrètement, non? Je veux dire, en termes de sécurité, de pouvoir se projeter. Les sources en parlent. Exactement. Pour la personne d'un pays tiers, ce renouvellement annuel, ça peut créer une certaine une précarité, une incertitude sur le moyen terme. Chaque année, hop, faut reprouver que tout est en ordre. Alors que les 5 ans, ça donne une visibilité, une stabilité bien plus grande aux Européens, c'est sûr. Par contre, un avantage du B, pour tout le monde, c'est qu'il donne plus de souplesse, souvent après un certain temps. On peut changer de job, de canton, bouger plus librement en Suisse. Et puis, tout en haut, il y a le permis C, le permis d'établissement. Les sources le décrivent comme le Graal, l'étape finale. C'est dur à avoir, hein? Et ça change quoi au juste? Le C, oui, c'est présenté comme le signe d'une intégration réussie, installée. Les conditions, par contre, elles varient beaucoup. Pour les ressortissants de l'UEAL, de certains pays les plus anciens, on va dire, ça peut être après seulement 50 permis B si on a séjourné sans interruption. Pour les autres Européens, et surtout pour les personnes de pays tiers, la règle générale, c'est plutôt 10 ans de séjour continu. Et il faut prouver qu'on est bien intégré. Parler langue nationale, respecter les lois, être indépendant financièrement. Et une fois qu'on l'a, ce fameux permis C, qu'est-ce que ça change dans la vie de tous les jours? On dit droit quasi identique aux Suisses. Ah, là, le changement est majeur, oui. Le permis C donne un droit de rester quasi illimité.
Il n'est plus lié à un job précis. Les sources insistent sur plusieurs droits clés: liberté totale de créer son entreprise sans demander d'autorisation, acheter de l'immobilier sans restriction, et on est beaucoup mieux protégé contre une expulsion. Ça ne peut arriver que pour des raisons très graves. C'est vraiment l'ancrage définitif, professionnellement et socialement. Donc cette suite LBC, c'est vraiment pensé comme un parcours, une sorte d'échelle. Oui, et ce qui est fascinant ici, comme le suggèrent les infos, c'est cette progressivité. C'est pas juste des statuts sur un papier. C'est une sorte de chemin d'intégration graduelle que le système encourage. On part d'une autorisation temporaire, le L, on passe à un séjour plus stable mais encore sous condition, le B, pour arriver potentiellement à ce statut quasi permanent, le C. Les sources laissent penser que c'est d'abord une intégration par le travail, puis ça peut devenir plus social, plus résidentiel. C'est intéressant comme idée. Et ça contraste fort avec l'approche pour les Européens, dont on va parler maintenant, je crois. Oui, exactement. Parlons-le, cette voie européenne. Pour les gens de l'UE ou de l'AELL, les sources sont unanimes. Il y a un avantage énorme, c'est l'accord sur la libre circulation des personnes, l'ALCP. Concrètement, ça veut dire quoi pour quelqu'un qui vient, mettons, de France, d'Allemagne, d'Italie? Ça change presque tout, hein. La LCP, c'est vraiment la base des relations Suisse et UE pour la mobilité des travailleurs. Les sources sont très claires là-dessus. Cet accord donne aux citoyens UE-AEL le droit de venir chercher du travail en Suisse. Ils peuvent débarquer et prospecter pendant 3 mois, parfois même 6, sans autorisation de travail préalable. Ça, c'est une différence énorme avec les ressortissants de pays tiers. Et dès qu'ils ont un contrat de travail d'au moins 1 an ou un CDI, hop, ils ont le droit d'avoir un permis de séjour, le B de 5 ans en général, et de s'installer. Mais pourquoi la Suisse a signé un accord qui donne un accès aussi facile? Est-ce que les sources expliquent un peu le contexte? Elle ne rentre pas dans le détail des négociations historiques, non. Mais ce qui ressort, c'est l'idée d'un échange économique, un donnant-donnant. Pour que la Suisse puisse vendre facilement ses produits et services dans le grand marché européen, elle a dû accepter la réciprocité. Laisser circuler les personnes. Et puis, c'est aussi un moyen pour l'économie suisse, qui a besoin de main-d'œuvre qualifiée, d'aller piocher facilement et vite dans le grand bassin de talents européens. C'est un choix stratégique, même si politiquement, ça fait toujours débat en Suisse. Et cette fameuse procédure d'annonce pour les Européens, alors ça marche comment? C'est juste un coup de tampon? C'est simplifié, oui, mais c'est pas juste pour la forme, ça a un vrai but. Concrètement, comme les sources l'expliquent, l'employeur qui embauche un citoyen UE-AEL pour plus de 3 mois, il doit le signaler aux autorités du canton avant son premier jour de travail. Pour les missions très courtes, moins de 3 mois, souvent une annonce en ligne suffit. C'est plus léger que de demander un permis complet, c'est sûr. Mais vous demandiez pourquoi cette procédure? Oui, vous parliez d'un aspect de contrôle. C'est quoi le but derrière? Si on prend un peu de recul, et les sources le disent bien, cette procédure, c'est un outil clé pour vérifier que les conditions de travail et les salaires suisses sont respectés. C'est ce qu'on appelle les mesures d'accompagnement à la libre circulation. Les autorités, souvent avec les syndicats et le patronat, peuvent vérifier si l'employeur paye correctement, selon les standards locaux, le salaire minimum de la branche s'il y en a un, ou les salaires habituels dans la région et le métier. Le but affiché, c'est clair: éviter le dumping salarial et protéger les travailleurs qui sont déjà là. D'accord. Donc, il y a de vrais contrôles possibles et des sanctions si ça ne va pas. Ah oui, absolument. Les sources parlent de contrôle sur les chantiers, dans les boîtes, souvent ciblés sur certains secteurs où il y a plus de risques. Les employeurs doivent montrer les contrats, les fiches de paie, et si on découvre une infraction, genre un salaire trop bas de façon abusive, des conditions de travail pas respectées, eh bien les sanctions peuvent aller d'un simple avertissement à des amendes parfois lourdes. Ça peut même aller jusqu'à interdire à une entreprise étrangère de travailler en Suisse pendant un temps. C'est donc un vrai mécanisme pour protéger le marché du travail suisse, tout en étant ouvert aux Européens. C'est beaucoup plus clair comme ça. Bon, maintenant, changement de décor total. On passe à ceux qui ne sont ni suisses ni de l'UEAE. Les ressortissants de pays tiers. Là, les sources changent complètement de ton, j'ai l'impression. Source répète, c'est contingentement ou quota. Chaque année, le gouvernement suisse, le Conseil fédéral, décide d'un nombre maximum de permis L, courte durée, et de permis B, séjour, qui peuvent être donnés aux travailleurs de pays tiers. C'est un plafond. Et ces quotas, ils sont vite atteints. C'est la course pour en avoir un. Les sources donnent une idée. Et suggèrent très fortement que oui, c'est la course. Ces quotas sont fixés au niveau national, mais ensuite ils sont répartis entre les cantons. Et pour les permis B, surtout, les contingents sont souvent épuisés bien avant la fin de l'année, particulièrement dans les cantons qui tirent l'économie comme Zurich, Genève ou Vaud.
Avoir une autorisation en dehors de ces quotas, c'est très rare. Ça veut dire que même si on a les qualifications et une offre d'emploi, on peut être refusé juste parce que le quota est plein. C'est une grosse incertitude. Et au-delà des quotas, il y a aussi des critères de sélection très stricts, hein. On lit partout profil hautement qualifié. Ça veut dire quoi concrètement d'après les infos? Oui, les sources sont assez claires là-dessus. La priorité va aux cadres, aux spécialistes, aux travailleurs très qualifiés. Hautement qualifié, ça veut dire en général plusieurs choses. Un diplôme d'une université ou d'une haute école spécialisée, HES, plusieurs années d'expérience pro spécifique dans le domaine et des compétences techniques ou de management pointues. Surtout si c'est dans des secteurs où la Suisse manque de monde localement ou en Europe. Ou alors avoir une expertise très rare. Ok, donc diplôme, expérience, c'est la base, mais ça suffit? Vous parliez aussi d'intégration? Non, ça ne suffit pas toujours, et ça, c'est un point crucial que les sources soulignent. Pour admettre quelqu'un, on regarde aussi son potentiel à s'intégrer durablement en Suisse. Ça peut inclure la connaissance d'une langue nationale, allemand, français, italien, l'âge, la capacité à s'intégrer socialement, professionnellement. Les autorités évaluent un peu si la personne a des chances de bien s'intégrer sur le long terme. Ça pose une question intéressante sur cette sélection très forte de l'immigration hors Europe qui vise clairement une sorte d'élite professionnelle qu'on juge facilement intégrable. Et donc tout ça, pour les pays tiers, le rôle de l'employeur a l'air absolument central. C'est pas juste le candidat qui doit convaincre, l'entreprise aussi a un gros boulot à faire. Ah oui, absolument. Le rôle de l'employeur est déterminant et les démarches sont lourdes pour lui. Les sources insistent, l'entreprise qui veut embaucher quelqu'un d'un pays tiers doit d'abord prouver qu'elle n'a trouvé personne qui convient sur le marché suisse ou européen. C'est le fameux principe de la priorité nationale et européenne. Et comment elle prouve ça? Ça doit être compliqué, non? Oui, c'est une démarche assez exigeante. En général, l'employeur doit publier son offre d'emploi via les offices régionaux de placement, les ORP, et parfois dans des journaux spécialisés. Il doit attendre un certain temps, plusieurs semaines souvent, pour étudier les candidatures locales et européennes qui arrivent, et ensuite il doit monter un dossier pour les autorités cantonales en expliquant pourquoi les candidats prioritaires n'allaient pas les bonnes qualifications, pas assez d'expérience. Et en plus, l'employeur doit garantir que le salaire et les conditions proposées à l'étranger sont les mêmes que pour un poste équivalent en Suisse. C'est un vrai investissement en temps et en paperasse pour l'entreprise, ce qui rend ces embauches encore plus sélectives. Vu cette sélectivité, où est-ce qu'on a le plus de chance alors? Dans quel secteur les sources disent que la Suisse cherche activement ces profils étrangers qualifiés? Les documents mettent en avant plusieurs secteurs clés, souvent ceux à forte valeur ajoutée. L'informatique, l'IT revient tout le temps. Développeurs, ingénieurs logiciels, experts en cybersécurité. L'ingénierie en général, mécanique, électrique, microtechnique, c'est aussi un gros employeur d'étrangers qualifiés. Et puis, évidemment, la Suisse est leader mondial dans la pharma et les biotech, donc ça recrute énormément de chercheurs, de scientifiques, de spécialistes en recherche, développement et production. Et à part la tech de la pharma, il y a d'autres pistes désarmées. Vous voyez, le secteur financier, banque, assurance, gestion de fortune, ça reste un pilier important qui cherche des experts, même si c'est peut-être un peu moins qu'avant pour les étrangers. Et enfin, le secteur de la santé. Il a de plus en plus besoin de monde, notamment des médecins spécialistes, du personnel infirmier qualifié. C'est lié en partie au vieillissement de la population. Ce sont vraiment ces grands domaines d'excellence suisse qui attirent une grosse partie des étrangers qualifiés, surtout ceux qui viennent de pays tiers. Mais avoir une offre dans ces secteurs, ça ne suffit pas toujours, surtout pour certains métiers. Les sources parlent des professions réglementées. Ça veut dire quoi? Tout dans la santé, médecins, dentistes, pharmaciens, infirmiers, mais aussi les avocats, les architectes, les enseignants ou certains métiers techniques. Ça ne suffit pas d'avoir son diplôme étranger et un contrat. Il faut obligatoirement faire reconnaître officiellement son diplôme par l'autorité suisse compétente. C'est souvent une instance fédérale ou cantonale spéciale pour chaque métier. Sans cette reconnaissance, impossible de travailler dans ce métier, même si on a obtenu un permis de travail. Et cette reconnaissance, c'est plus simple si on a un diplôme européen? Oui, très nettement, les sources le confirment. Grâce aux accords bilatéraux, il y a des systèmes de reconnaissance quasi automatiques, ou en tout cas bien plus faciles pour les diplômes de l'UELE, surtout si la profession est couverte par une directive européenne. Par contre, pour un diplôme d'un pays tiers, là, la procédure est souvent plus longue, plus chère et le résultat plus incertain. Ça peut demander une évaluation détaillée de ce qu'on a étudié, des examens en plus, parfois même des stages d'adaptation ou des formations complémentaires. C'est un vrai obstacle potentiel.
Juste un mot sur la création d'entreprise. C'est une option pour un étranger qui arrive? C'est possible, oui, mais ça dépend énormément du permis qu'on a. Comme on l'a dit, avec le permis C, l'établissement, on est libre de créer sa boîte, comme un Suisse. Avec un permis B ou L, c'est plus compliqué. Les sources disent qu'il faut en général une autorisation spéciale du canton. Et là, ils vont regarder le projet de près. Est-ce que c'est viable économiquement? Est-ce que ça va apporter quelque chose à la région? Créer des emplois? Est-ce que le profil du créateur correspond bien au projet? Pour quelqu'un qui arrive d'un pays tiers avec un permis B lié à un job salarié, se mettre direct à son compte, c'est souvent difficile, voire impossible au début. Il faut un projet très solide et souvent être déjà un peu installé en Suisse. Très bien. Bon, pour finir, quelques conseils plus terre-à-terre tirés des infos. La préparation du dossier de demande, ça a l'air hyper important. C'est quoi les papiers indispensables? Oui, la rigueur du dossier, c'est la clé. Le moindre truc qui manque ou qui n'est pas correct, ça peut bloquer ou retarder pendant des semaines, voire faire refuser la demande. Les documents de base qu'on retrouve partout dans les sources, c'est copie du passeport valide, le contrat de travail signé, les copies des diplômes et des certificats de travail qui prouvent les qualifications et l'expérience, souvent un CV détaillé aussi. Pour les pays tiers, l'extrait de casier judiciaire récent, c'est quasi systématique. Et parfois, on peut demander une preuve de logement ou qu'on a assez d'argent. Les sources insistent aussi beaucoup sur la traduction des documents. Pourquoi c'est si important d'avoir des traductions certifiées? C'est une exigence administrative très stricte. C'est pour garantir que les documents sont authentiques et que les autorités suisses comprennent exactement ce qui est écrit. Une traduction faite soi-même ou par un ami, ça ne passera pas pour les documents importants, comme les diplômes, les actes d'état civil, les jugements. Il faut absolument passer par un traducteur dit assermenté ou certifié. Sa signature, son sceau, ça prouve que la traduction est fidèle à l'original. C'est une garantie pour l'administration. Si on ne le fait pas, le dossier peut être bloqué. La qualité et les bons termes, c'est crucial. Parlons un peu délai et coût. On a compris que ça variait beaucoup, mais en gros, faut s'attendre à quoi? Faut vraiment faire la différence, oui. Pour un citoyen UE-AEL avec la procédure d'annonce, si le dossier est complet et que l'employeur est rapide, les sources disent que ça peut aller très vite, quelques jours ou quelques semaines. Pour un ressortissant de pays tiers, là c'est beaucoup plus long. Le canton doit étudier le dossier, puis demander l'avis à l'autorité fédérale, le secrétariat d'État aux migrations, le SEM, pour avoir le quota, puis il y a la demande de visa. Ça peut facilement prendre plusieurs semaines, voire 2, 3, 4 mois. Parfois plus si le dossier est compliqué ou s'il demande des infos en plus. Donc, faut vraiment anticiper. Et niveau budget pour toutes ces démarches? Alors, les coûts directs, ce sont les taxes, les émoluments pour traiter le permis au niveau cantonal et fédéral, et pour fabriquer la carte de séjour elle-même. À ça, il faut ajouter les frais de traduction certifiés, qui peuvent monter vite s'il y a beaucoup de documents. Et si on doit faire reconnaître un diplôme, il y a des frais spécifiques pour ça aussi. Les sources donnent une fourchette assez large, mais disons que prévoir un budget global entre 500 et 2000 francs suisses, donc CHF, pour tous ces frais administratifs, de traduction et éventuellement de reconnaissance, ça semble une estimation raisonnable, sans compter le déménagement, bien sûr. Ok. Et si on se sent un peu perdu dans tout ça, où est-ce qu'on peut trouver de l'aide fiable, des infos sûres? Le mieux, c'est toujours de commencer par les sources officielles. Le site de la Confédération suisse, admin.ch, et celui du SEM, le secrétariat d'État aux migrations, ils ont énormément d'infos générales, légales. Ensuite, chaque canton a son propre service de la population ou office des migrations. Leur site web explique les procédures spécifiques au canton, et ça c'est super important, car ça peut varier d'un canton à l'autre. Pour des questions sur l'emploi, les ORP, les offices régionaux de placement, peuvent parfois aider à s'orienter. Les chambres de commerce entre pays ou les associations professionnelles, ça peut être utile aussi pour des questions sur un secteur précis ou pour le réseau. Et puis, bien sûr, les ambassades ou consulats suisses à l'étranger pour les visas et les consulats étrangers en Suisse pour aider leurs propres ressortissants. Bon, alors si on essaye de résumer tout ça, le message principal qui ressort des informations, c'est que oui, la Suisse attire, elle est ouverte aux talents étrangers, mais l'accès au travail est quand même très, très encadré. La grande séparation, c'est la nationalité, une voie bien plus simple pour les gens de l'UE-AIEL, grâce à la libre circulation, et une voie beaucoup plus sélective, avec des quotas pour les autres. Dans tous les cas, il faut préparer son coup minutieusement, bien comprendre les règles. Donc, pour quelqu'un qui rêve de Suisse, qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est possible, mais ça demande de la stratégie et de la rigueur, quoi. Exactement.
Comprendre ces rouages, les types de permis, la différence de traitement énorme selon d'où on vient, ce qu'on attend en termes de qualification, la priorité qui est donnée, c'est vraiment la première étape pour savoir si on a ses chances et pour monter un dossier qui tient la route. Et cette idée de progression des permis L, B, C, même si tout le monde n'y arrive pas, ça montre bien que le système suisse, il ne cherche pas juste à combler des besoins économiques immédiats. Il voit aussi l'immigration de travail comme un processus qui peut mener, pour certains, à une intégration durable dans la société. Mais c'est un chemin exigeant, c'est clair. Et pour finir, une petite question pour réfléchir, qui vient de tout ce qu'on a vu dans les sources. Au-delà de la paperasse, on peut se demander comment cette forte différence de traitement, d'un côté la quasi-automaticité pour les Européens, de l'autre l'exigence de superqualification et d'intégration pour les autres, comment ça façonne, à la longue, le marché du travail suisse. Quelle diversité de profils ça amène vraiment et quelles conséquences ça peut avoir sur l'économie, sur l'innovation du pays. C'est une excellente question, oui. Et elle reste ouverte. Elle nous invite à penser aux implications plus profondes, socio-économiques, de ce modèle un peu à deux vitesses. Un modèle qui essaie toujours de trouver cet équilibre délicat entre ouverture économique et contrôle de l'immigration. Une réflexion qui nous en mêle un peu plus loin, mais qui vaut la peine d'être gardée en tête. Merci d'avoir écouté Secrets de recruteur. J'espère que ces conseils vous aideront à avancer vers le job qui vous correspond vraiment. Pour retrouver encore plus d'astuces, de ressources et nos dernières opportunités, rendez-vous dès maintenant sur www.recrute-talent.fr. Et si ce podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous pour aider d'autres candidats. À très bientôt pour un nouvel épisode.